Cet épisode va être un peu spécial. On va donc vous poser le contexte dans lequel il a été enregistré. Avec Manon, on a organisé l'été dernier un mini-festival, le Morpa Fest, à la campagne avec des copains et on leur a donné l'opportunité de passer eux aussi devant le micro de Saveurs Passion pour nous raconter et vous partager les passions qui les animent au quotidien dans leur vie. Pour ces épisodes hors série, on a laissé notre place à Étienne, l'ingé son du podcast, et un certain Clément, la fameuse soquette légère du 3e épisode, pour vous partager ces nouvelles rencontres d'une fin de journée d'été ensoleillée sous le marronnier. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode hors série de Saveurs Passion, je suis en compagnie de Clément. Bonjour à tous. Et moi-même, c'est vrai que je ne me suis pas présenté parce que d'habitude, vous ne m'entendez pas, je suis à la technique, donc c'est Étienne. Et aujourd'hui, nous sommes à un événement assez particulier qui est le Morpa Fest que nous organisons avec des copains. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un Saveurs Passion en live, un Saveurs Passion hors série. On inviterait tous les gens qui sont à ce festival à nous parler de leur passion pendant 10-15 minutes. On va passer à Charlotte. On va aussi parler alors dans le temps parce que tu as une expertise et une passion qui peut être aussi en rapport avec le temps dans toutes ces notions. Est-ce que du coup tu peux présenter ta passion, ce dont tu veux nous parler aujourd'hui ? Ouais, moi je voudrais vous parler d'œnologie, donc c'est la science du vin. Et comme Vincent, c'est aussi mon métier puisque au quotidien je développe des produits qui servent à faire le vin. Tout ce qui est micro-organismes qui servent à faire la fermentation, et je trouve que c'est un monde fascinant. D'accord. C'est le monde de la microbio dans le vin. Ok. Et donc comment tu es arrivé, est-ce que tu es arrivé dans ce métier-là par la microbiologie, la biologie, ta formation, ou est-ce que c'était vraiment la passion du vin, du produit qui t'a guidé et tu as trouvé ce métier-là qui t'intéresse ? C'est un petit peu les deux qui se sont réunis. J'ai d'abord fait des études d'ingénieur en microbiologie. D'accord. Et sur mon stage de fin d'études, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir l'occasion de travailler sur la microbiologie appliquée au vin. Et je suis restée dans ce domaine-là. J'ai fait une thèse derrière en œnologie. Et je suis restée dans ce monde-là qui est incroyable. Et aujourd'hui, du coup, je vais peut-être ouvrir des portes ouvertes, mais tu bosses du coup, dans une entreprise privée, c'est des éléments publics, Aujourd'hui, je bosse dans une entreprise privée. D'accord. Mais je suis passée d'abord par le public. Donc par des instituts qui font vraiment de la recherche fondamentale sur les micro-organismes du vin, la chimie du vin, sur plein de sujets comme ça qui existent. Et du coup, après ça, je suis allée déjà faire du vin, parce que c'est super bien de l'étudier, mais quand tu l'as jamais fait avec tes mains, c'est pas la même chose. Donc je suis allée faire du vin, et quand je suis revenue en France, derrière, je voulais rester dans ce domaine-là. Donc tu l'as fait à l'étranger, le vin ? En France et à l'étranger. Dans quel pays à l'étranger ? Je suis partie en Nouvelle-Zélande. D'accord. Qui n'est pas toujours réputée pour son vin, on n'en entend pas toujours beaucoup parler, mais qui est une autre dimension qu'en France où on a des tout petits domaines, des tout petits chais finalement, et là-bas c'est une échelle immense, et pour apprendre c'est vraiment intéressant de voir ce monde-là. D'accord. Déjà, même avant le vin, du coup, dans tes études, tout ce qui est microbiologie, ça te passionnait de base, j'imagine, ouais. Pour faire ces études-là. En fait, c'est de voir que chaque vin il va être différent, alors que tu as fait le même process, mais t'es pas la même année, il n'y a pas eu le même climat, tu n'as pas mis les mêmes micro-organismes, ou déjà tu as choisi de ne pas en mettre et tu as laissé le vin se faire tout seul. Et à chaque fois, tu retrouves un produit unique, c'est un savoir-faire incroyable qu'ont les vinificateurs. Et nous, ce que moi je fais en tout cas dans mon travail, c'est essayer de guider un petit peu ça en développant par exemple des levures qui vont orienter vers un profil sensoriel différent ou des choses comme ça. Et de voir qu'avec des choses hyper petites, finalement, tu influences complètement ta bouteille et tu te retrouves avec des choses complètement différentes. Et aujourd'hui, tu sais dire, par exemple, si tu vas chez un caviste, tu sais retrouver les vins dans lesquels tu peux avoir ta microbiologie qui a été implantée, qui a été mis au processus ? Alors, comme ça, non. Ce que tu retrouves surtout chez le caviste, ça va être les terroirs que tu connais bien, ou te dire tiens, à Bordeaux, telle année, il a fait particulièrement chaud, je m'attends à des vins plus solaires, c'est pas les mêmes profils. Après, c'est plus au niveau de petits essais ou de choses comme ça où tu sais à qui t'as vendu telle levure, telle bactérie, et derrière, quand tu regoutes des choses, tu reconnais les profils sensoriels, et quand tu sais que ça a été fait avec les tiens, c'est super en fait. Mais du coup, ça veut dire que tu as eu aussi une formation pour, alors on dit pas nez, je crois, dans le vin, on parle de palais, je sais plus. De dégustation. De dégustation, tu as été formé sur tout ça aussi pour... J'ai appris sur le tas, pour le coup. Pendant la thèse, tu as des heures de formation à faire, et j'ai choisi de les orienter vraiment sur ça. Parce que comme je venais du monde de la microbio et pas du vin,
j'avais pas tout ça, donc je voulais l'apprendre en parallèle. Donc j'ai fait ça en parallèle de la thèse et après au fur et à mesure, c'est quelque chose que tu apprends tout le temps. Ok. Même encore maintenant, j'apprends énormément sur ça, aussi sur des spiritueux, parce que le monde du vin, il faut l'ouvrir un petit peu. Ça, on consomme de moins en moins, malheureusement. Alors malheureusement ou pas, je sais pas, mais Tu veux préconiser les 3 verres de vin rouge par personne et par jour? Non, mais les modes de consommation changent, c'est sûr. Même le type de vin, les gens maintenant ont préféré le blanc, le pétillant, à des rouges qui étaient vraiment traditionnellement mis sur la table très souvent avant. Donc nous aussi, on s'adapte à ça. On crée des produits différents pour s'adapter à ce changement-là et s'ouvrir aux autres boissons aussi alternatives, désalcoolisées, plein de choses. Ah oui, du vin désalcoolisé, ça, j'ai vu que ça existait. Et toi, aujourd'hui, tu as un territoire, un domaine de prédilection sur le vin, une région que tu aimes particulièrement Alors, une région que j'aime particulièrement, je vais être assez chauvine finalement, parce que je suis de Bordeaux et c'est vrai ce qu'on fait autour de Bordeaux. Il y a un gros, ce qu'on appelle le Bordeaux bashing, où il y a une image vraiment du Bordelais où c'est cher et c'est bien, mais c'est très tradi et finalement on se lasse un peu de ça. Alors qu'en fait, il y a des pépites qui coûtent pas si cher et qu'il faut aller creuser, aller rencontrer les viticulteurs. Ça vaut vraiment le coup. Donc non, je vais rester dans ma région et être plutôt très Bordeaux. chauvine. Il y a des super choses partout et surtout à l'étranger aussi. On dit beaucoup la France, le premier pays du vin, mais il y a des trucs super partout. Oui, parce que c'est ça, en fait, en France, comme on a une grosse culture et un gros historique de vin, on n'est peut-être pas les premiers à s'ouvrir sur d'autres vins, etc. Il y a 1 an, on était en vacances avec ma compagne en Slovénie. Et on a appris là-bas que c'était des gros producteurs de vin. Ouais, c'est vrai. Et on a découvert le vin slovène, alors que moi, dans ma tête, en Slovénie, à la rigueur, ils achetaient du vin français, tu vois. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Moi, j'étais en Bulgarie récemment, découvert les vins bulgares, et il y a des trucs magnifiques. D'accord. Ils sont très techniques, ils ont hyper envie d'apprendre, et du coup, ils vont être très scientifiques dans leur démarche de fabrication du vin. Et il y a des trucs vraiment très très jolis. Mais du coup, quand toi tu visites un vignoble, si tu exprimes ton métier, ta visite elle dure 2 jours. En fait, les gens ils te laissent pas partir. Enfin, ça part très technique. Après, il y en a d'autres ils ont l'habitude aussi. Là où je vais en général, je suis pas la seule à leur raconter. Oui. Nous, on a développé telle levure qui vaut le coup. Il y en a d'autres qui leur disent la même chose, et c'est à eux de faire des choix. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'essais en fait. Ok. On propose beaucoup d'essais en propriété, dire dédier une cuve à notre produit ou des choses comme ça, pour essayer de convaincre aussi que c'est la bonne. On fait aussi des essais en interne chez nous, évidemment. Ok. Et voilà. Donc vous, en interne, vous avez du coup des champs sur lesquels vous produisez du vin et vous faites le processus de A à Z. Alors, on n'a pas les vignes, mais on a un chai expérimental. D'accord. Donc, on achète le raisin à des propriétés à côté. Et on fait nos cuves avec nos levures, nos nutriments, nos produits de collage, tout ça. Ok. Pour après, derrière, aller montrer aux gens, voilà, ça donne tel résultat, ça fait ça. Pour essayer, discuter, parler science aussi. Et quand tu étais plus jeune, tu avais eu des gens autour de toi, ta famille, qui avaient cet attrait pour le vin, la production, et qui t'ont un peu guidé aussi vers cette voie? On n'est pas dans le monde de la production, mais en fait, toute ma famille est originaire de Saint-Émilion, le Libournais. Ah oui, t'as baigné Donc dedans. j'ai baigné ouais, dedans, sans qu'on soit producteur ou vigneron nous-mêmes. Mais ça n'a jamais été très loin. Et au repas de famille, ça a toujours été une tradition qu'il est toujours chez nous. On n'a pas changé notre mode de consommation. D'avoir un peu de vin à table. Voilà. Mais parce que oui, effectivement, quand tu as fait t'as commencé tes études dans la microbiologie, tout ça, tu savais déjà qu'après... Pas du tout. Non. Non. C'est parce que tu as trouvé C'était la biologie qui me plaisait d'une manière générale, mais à l'époque, j'imaginais pas tous les métiers qui se cachent derrière le monde du vin aussi. Je voyais le côté, la vendange, la vinification, faire son vin, mais je voyais pas tout ce qu'il y avait à côté. Je connaissais pas, tout simplement, parce que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Donc ça, c'est venu en toute fin d'études d'école d'ingénieur, où on m'a dit, tu sais, la microbio appliquée au vin. Je disais, ouais, carrément. Et pourquoi pas? Carrément, c'est super. Et aujourd'hui, les vignobles français, ils sont dans une démarche de production, alors on va dire éco-responsable, etc. Mais est-ce qu'il y a cette démarche, ce mouvement est enclenché de leur côté? Alors oui, il y a beaucoup de gens qui essaient déjà de se diversifier. Il y a beaucoup de gens qui essaient la biodynamie, qui essaient de réduire les sulfites, parce que c'est mauvais pour la santé. On en parle pas mal en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux sulfites. Voilà, c'est pas forcément une allergie, mais c'est des intolérances. Ok. À haute dose, en tout cas. Enfin, il y a des gens qui sulfitent énormément. Leur vendange, les doses qu'on met sont quand même assez importantes. Ok. Et ça fait 2 ans maintenant qu'en France, je crois aussi en Europe, tu dois étiqueter tout vin que tu fais au niveau de tous les intrants, tous les additifs que tu as mis. Tu es obligé. Alors, c'est des QR codes, très peu de gens les regardent, mais c'était pas un besoin légal avant. Ok. Tu mettais contient des sulfites, c'est tout.
Aujourd'hui, c'est un peu plus réglementé, ça l'est de plus en plus, donc ça pousse aussi les gens à revoir leurs pratiques et à essayer d'évoluer là-dessus. Oui, parce que du coup, ça va être su et regardé, donc Voilà. tu as un peu devoir d'exemplarité. C'est ça. Ok. Après, le monde du vin va pas super bien en France quand même, hein. Énormément de gens arrachent leurs vignes pour faire autre chose, parce que c'est plus rentable d'avoir des vignes, parce que les gens consomment plus, surtout le rouge. Mais du coup, ils font quoi? C'est quoi les... Parce que historiquement, dans le monde agricole, quand tu faisais du vin, le prix de la terre explosait, le prix des coteaux explosait. Donc, pour avoir une rentabilité agricole sur des terres qui étaient pour du vin, c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi des productions qui crachent au fait à la C'est place. ça. Mais tu vois, il y a des années comme cette année où il a fait vraiment très chaud, les rendements sont hyper bas. Donc là, c'est très très difficile pour les gens cette année, même s'ils vendent tout ce qu'ils ont produit, Ouais. ils vont pas faire énormément de chiffres. Et c'est ça qui est compliqué. Alors les parcelles les moins rentables, les moins productrices, ils préfèrent les arracher. Il y a des aides de l'État pour ça en ce moment. Des primes à l'arrachage tout simplement, pour que dans quelques années, les terres redeviennent cultivables pour autre chose. Ok. Parce que les consommations diminuent, c'est moins rentable. Alors tu as ceux qui font le pari de dire non mais ça va revenir, c'est juste une phase. Et on plante des cépages résistants, parce que à la fois c'est aussi une idée de se dire bah là il fait trop chaud, il faut d'autres cépages qui mûrissent plus tard, qui résistent aux maladies, parce que c'est aussi un vrai sujet. Donc ça c'est un pari sur l'avenir. Et après ceux qui arrachent pour mettre des pistaches, pour mettre autre chose. Oui, c'est ça. Ils vont trouver d'autres cultures adaptées, etc. Voilà. Je crois que c'est dans l'État subventionne les agriculteurs, notamment dans l'Aude, etc., là, qui a eu les incendies. Mais c'est aussi une région qui sort de 3 ans de quasiment sans pluie pour C'est ça. tester des nouvelles cultures. Et ils remplacent les vignes par de la culture de j'avais entendu papaye, etc. Plein de Ouais. fruits exotiques qui arrivent parce que les climats sont plus Bah, favorables c'est ça. maintenant. Ouais. Il y a 50 ans, la papaye en France, on n'y pensait pas. Et finalement, aujourd'hui, peut-être qu'il fait suffisamment chaud. Peut-être. Et Peut-être. c'est la famille Taittinger qui avait planté il y a 5-10 ans pour faire du champagne en Angleterre. Oui. Et qui vont faire leur première cuvée là. Bah alors ça s'appellera pas du champagne parce qu'ils Non, n'ont pas ça le. peut pas. Ça peut pas, mais Effectivement. c'est curieux. Les appellations sont très strictes en fait, et les règles évoluent pas assez vite pour certains viticulteurs, notamment les droits d'irriguer, d'arroser ta vigne tout simplement. Donc il y a des grands châteaux aujourd'hui qui font le choix de sortir des appellations, Ah oui, ok. de plus s'appeler Pomerol par exemple, mais de s'appeler Vin de France, de vendre leur vin moins cher en faisant ça peut-être, mais d'avoir le droit d'irriguer et de sauver leurs vignes, parce qu'en fait si on ne les arrose pas aujourd'hui, bah, dans quelques années elles seront plus du tout rentables parce que les plants vont mourir sincèrement. Et Donc, il y a parce des- qu'à une époque on réduisait pour pas faire pisser la vigne alors que maintenant on en a besoin pour survivre. Bah, c'est ça. Ok. La vigne, elle est faite pour un certain rendement. Et si elle est en dessous, ça veut juste dire qu'elle est en stress hydrique, ça veut Ouais. dire qu'elle est pas bien. Alors ça peut être qualitatif les premières années. C'est ce qui se passe cette année, c'est très qualitatif, c'est très solaire. Mais les rendements sont faibles et ça veut dire que la plante a vraiment eu des difficultés et que ça, les années suivantes, ça se répercute en fait. Ok. Vincent, est-ce que... Est-ce que tu consommes du vin, Vincent? En fait, de plus en plus. D'accord. Donc Ah, mais tu c'est vois, rare c'est comme discours. Vincent est là pour sauver Ouais. les vignerons français. Non, mais enfin, je suis d'une culture où on boit pas trop de vin. En fait, fils d'ouvrier, on boit pas trop de vin, quoi. Mais on boit autre chose. Mais en tout cas, on m'a fait découvrir le vin. J'y connaissais rien et ouais, je suis pas du genre à boire beaucoup d'alcool, mais un petit verre de vin de temps en temps. Mais c'est bien. Et tu ouais, vois, c'est sympa. je dirais, il y a beaucoup Les goûts aujourd'hui. sont, ouais, c'est hyper complexe en tout cas. Beaucoup Ouais. plus que. Enfin, aujourd'hui, il y a une hype sur la bière, par exemple. Ouais. Et en fait, moi, en vrai, je préfère le vin, quoi. Une hype sur le vin. Ouais, je trouve. Et je pense peut-être que ça vient aussi avec la maturité et l'âge. Peut-être Peut-être. qu'on cherche autre chose parce qu'on a. Alors c'est peut-être en France et c'est peut-être dans différents milieux différents, mais quand t'es jeune, t'as un rapport de l'alcool c'est la fête, tu bois parce que tout le monde est bourré, il faut être bourré. Tu vois. Ouais. Alors moi, qu'en c'est grandissant, surtout, tu vas chercher le goût, tu vois, tu te dis, Ouais. je veux un bon truc, j'ai un bon plat, il est bon, j'aimerais bien l'accompagner d'un verre qui est bon aussi, Ouais. qui est Ouais. de répondant autre. Ouais. Il y a de plus en plus de communication aussi sur ces sujets-là parce que on se diversifie dans le vin, on fait de l'œnotourisme beaucoup, il y a beaucoup de salons de vignerons et des choses comme ça. Et j'invite vachement les gens à aller rencontrer les viticulteurs dans ces salons-là au printemps de Blaye. Blaye qui est une région où le vin coûte même pas 10 €. Et ils font tous les ans les printemps de Blaye et c'est génial parce que tu peux aller déguster tout ce qui est fait par les viticulteurs de la région et tu peux échanger avec eux et trouver des pépites vraiment pas chères, ça vaut vraiment le coup. Et ça se multiplie beaucoup, je trouve, ce genre d'initiatives, de petits salons, de petits événements. T'as les vignerons indépendants, les vignerons bio qui font aussi des choses comme ça. Et ça prend de l'ampleur, c'est bien.
Ouais, puis ça reste toujours intéressant. On est sur un podcast qui parle de la passion, mais quand tu visites un vignoble et que tu parles avec le producteur, Exactement. parce que tu as le vin, mais tu as aussi l'histoire du vin du producteur qui est, l'hiver, il s'est occupé aussi de sa terre, que le vin il était en train de transformer, mais il y a eu des travaux faits dans les champs, qu'est-ce qu'il a fait, comment il voit la passion. Comment il a taillé sa vie. Ouais, exactement, puis c'est souvent des histoires de famille, parce que c'est des vignes, tu l'as dit, restent pour longtemps. Potentiellement, il cultive des vignes qui ont été plantées par son père ou par quelqu'un de sa famille avant, et c'est hyper intéressant à visiter. Et mine de rien, en fait, je suis pas dans la promotion de l'alcool, mais par contre, je serais dans la promotion du patrimoine encore là-dessus. Et en fait, mine de rien, il y a un énorme patrimoine lié à ça. Justement, ce sont des domaines, des châteaux et c'est des choses très belles. Et en fait, tout ça, ça a besoin d'être entretenu aussi. Alors, voilà, comme je l'ai dit, je suis pas dans la promotion de l'alcool, mais par contre, effectivement, il y a peut-être un tourisme qui se crée aussi autour de ça. Complètement. Le bon qui est exemple aussi produit très français, intéressant, c'est le Comté. Le Comté qui était pas loin de disparaître. Ils ont fait une pub, je crois, dans les années 90, qu'on a eu quand on était jeune, la fameuse Comté. Oui, c'est vrai. Et ça, depuis, maintenant, c'est un fromage qui est méga à la mode. Ils sont pas loin d'être en surproduction et ça crée des conséquences écologiques, etc. Mais ils ont sauvé par un bon coup marketing, une gestion de la filière, etc. Il y a peut-être à apprendre du Comté. Mais en tout cas, peut-être que la Bretagne d'aujourd'hui sera. On en parle sera beaucoup le de ça. Bordeaux, Non, c'est vrai. Donc j'en connais beaucoup de Bordelais qui sont partis en Bretagne dire je fais du vin là-bas, qui ont planté leur vigne en attendant que ça soit qu'elle donne assez la vigne, parce qu'il faut quand même 5 ans pour que ta plante te donne assez de raisin, etc. Et ils achètent sur pied aux autres, mais ils vinifient en Bretagne. Ça y est, les gens s'implantent et ça arrive. La terre en Bretagne est un peu polluée en vrai, mais je trouvais ça du coup très intéressant de changer quelques productions porcines contre plus de diversité clairement. Et quelques productions. Soit changer de région, raisin, soit mettre des cépages plus résistants dans les régions qui deviennent chaudes. Oui, il y a aussi adapter comment on gère les choses. Comment Après, tu tailles si tu en mets du vin en hiver Bretagne, aussi. le cidre, on le fait où quoi? On déplace le problème. Moi, je suis pour la diversité, donc on peut à la fois faire du cidre et du vin. Et c'est en général, la biodiversité fonctionne mieux quand il y a une diversité des éléments. Exactement. Ouais. Alors, je sais pas si les deux s'associent. Je suis pas du tout ça, je ne sais pas. expert de ça, mais en tout cas. Puis c'est bien pour le paysage, quoi. À côté, il y a un champ de pommes et puis de l'autre côté, il y a un champ de raisin. Et en général, pendant longtemps, si on prend par exemple pour les cultures céréalières, on arrachait les haies pour faire des grands champs, on disait ça fait de l'ombre, alors que quand il y a des haies autour des champs agricoles, ça protège du vent, ça ramène la biodiversité. Ça ramène la biodiversité, exactement. Et les champs ils produisent plus. Alors moins sur les rangs immédiatement à côté de la haie, mais au milieu, le gain il est bien. C'est pour ça qu'il y a des haies qui ressortent un peu partout. Nous, on habite à Orléans, dans la Beauce. Faut s'arrêter 2 minutes quand même pour trouver une haie. Mais il y en a quand même de replanter parce que sur le long terme, c'est bénéfique. Oui, non, je pensais à autre chose par rapport à la multivariété et tout. Des fois, je me pose la question, à quel moment, est-ce que les vignerons le font, se décident à faire du raisin pour le vendre en grappe, du raisin pour faire du vin ou du raisin pour en faire un jus de raisin Le raisin de table, ça va pas être la même variété. Ouais. Alors, en tout cas, de ce que je connais, il y en a très peu qui s'orientent vers ces choses-là parce que c'est pas non plus quelque chose qui est hyper rentable. Ça fonctionne, il y a des gens qui achètent du raisin, mais c'est pas le plus gros coup qu'ils peuvent faire, je pense. Par contre, essayer les boissons alternatives, les vins désalcoolisés, les kombucha, des choses un petit peu variées, faire de l'onotourisme, des choses comme ça, je pense que c'est ce qui marche aujourd'hui. Pour essayer de se maintenir, en tout cas, pour ceux qui ont trop de vin rouge dans les caves et que ça part plus malheureusement, il y a d'autres solutions. On essaye pourtant au quotidien d'apporter notre contribution à cette filière importante. Je crois qu'on est sur la fin du podcast. Trop de réparties, c'est une horreur. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant, Charlotte, et puis d'avoir ce côté aussi arrivé par l'ingénieur sur le côté vin. Donc merci à tous les deux. Oui, merci. Vous nous avez parlé de vos passions. Merci. C'était cool. Et puis c'est comme ça qu'on va clôturer ces hors-séries de Saveurs Passion. Et du coup, vous en étiez à combien de temps là ? Là, on est à 3h30 d'émission. C'est pour ça peut-être ça s'est ressenti, on est désolé, mais sur la fin, il y avait un peu moins de répartie. Mais grâce à vos passions et la manière passionnée avec laquelle vous nous les avez transmises, c'était 3h30 qui sont passées très très vite Ah oui, et on a très passé intéressantes. un super moment en tout cas. On a appris un tellement goût de choses. d'Irvienzy, ouais. Oui, donc On va voilà. pouvoir aller boire un petit verre de vin maintenant. On va aller déboucher une petite bouteille. Allez, Parfait. c'est parti. Pour un jeu de rêve. Et au revoir tout le monde du coup. Au revoir à tous, merci de nous avoir écoutés. Et puis on se donne rendez-vous pour la saison 2
de Saveur Passion. Parfait. Donc à bientôt. Dommage que vous nous quittiez, alors que ça commençait à devenir passionnant. Oui,